whisper. They have lost their protector. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog consacré à Black Panther Wakanda Forever, le deuxième film Black Panther, toujours réalisé par Ryan Coogler, qui avait également réalisé le premier. Le film raconte une histoire qui se passe quelques années après les événements du premier film et la lutte contre Thanos. T'Challa est mort au tout début de l'histoire, et le Wakanda, du coup, essaye de se débrouiller comme il peut, et essaye de récupérer, sachant que la fameuse fleur qui donnait la puissance au Black Panther a été brûlée par Killmonger, donc il n'y en a plus. Donc, Black Panther n'étant plus là, et ben il n'y a plus de protecteur pour le Wakanda est tout seul. Et une nouvelle menace venue du fond des eaux se dessine, puisque tout un peuple héritier des peuples mayas a fondé une ville sous l'eau, qui est en gros Atlantis, mais qui n'est pas Atlantis finalement dans l'histoire, et en veut au monde de la surface, pour rester assez flou. Parce que c'était la grande question, quelle allait être l'histoire de ce film, et c'est exactement le souci que j'ai. Le film en lui-même est très sympathique. Je vais pas du tout dire que c'est une grosse merde, c'est... Encore une fois, Ryan Coogler prouve que c'est un des seuls réalisateurs, avec certains récents comme Chloé Zhao ou Sam Raimi, qui n'a pas eu toute la liberté de s'exprimer, mais qui a quand même pu s'exprimer un petit peu. C'est un des seuls réalisateurs qui fait des vrais films chez Marvel. Black Panther 2 reste extrêmement différent de la plupart des films Marvel. C'est pas filmé, raconté et écrit comme un film Marvel. Ne serait-ce que parce qu'il y a du véritable développement de personnages. C'est pas juste deux répliques par-ci par-là, il y a vraiment des personnages qui ont des personnalités, qui clashent, qui doivent discuter entre elles, etc. Il y a une vraie intelligence dans la façon d'écrire les personnages, leur rapport entre eux, etc., etc. Pas toujours, mais il y en a. Mais ce film a échoué dans une des missions principales qu'il avait à remplir, et à mon sens, en bonne partie autour de l'histoire. Ce film a échoué à rendre honneur à Chadwick Boseman. J'ai passé un bon moment devant le film, j'ai été diverti, il y a peut-être un ou deux passages qui sont un peu plus moyens que le reste, mais là où vraiment j'ai pas retiré ce que je voulais du film, c'est l'hommage à T'Challa. Parce qu'ils en font extrêmement peu en fait, et surtout ils font cette erreur qui à mon sens est centrale au truc, c'était l'erreur à pas faire en incluant la mort de T'Challa véritablement dans l'histoire du MCU. S'ils avaient juste recasté le personnage, il y aurait pas eu de souci, mais en voulant véritablement intégrer la mort de T'Challa dans l'histoire, il fallait que l'histoire tourne autour de la mort de T'Challa. Tu peux pas juste faire mourir le personnage principal de la licence entre deux films d'une pauvre maladie. Parce que c'est ça, je suis désolé, je vais être obligé de spoiler un petit peu, mais justement, c'est ça le truc, c'est que c'est pas important pour l'histoire. T'Challa est mort d'une pauvre maladie. Je sais même pas quelle maladie c'était, il la nomme même pas dans le truc. Ils font allusion, cela dit, au fait que comme Chadwick Boseman, T'Challa est resté très silencieux sur sa maladie, on a parlé à personne jusqu'au dernier moment. Donc tu vois qu'il y a des petites projections et des petits rapports qui sont entre les deux. Mais il est vraiment mort, sans aucune raison, d'une maladie inexpliquée, et sa mort n'a aucun impact sur le reste de l'histoire. Le seul impact de sa mort, c'est que du coup, pour le ou la remplaçante, restons vagues, bon, enfin si vous avez vu le bande-annonce, il n'y a pas beaucoup de doutes, essaye de faire honneur à T'Challa et essaye de se remettre aussi de sa disparition, puisque ça a laissé du coup une trace très forte dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais, en dehors de ça, son histoire n'a aucun impact, enfin sa mort n'a aucun impact dans l'histoire, pardon, et je dirais même qu'il va encore plus loin, c'est qu'il y a d'autres personnages très importants qui meurent dans ce film. Et du coup, la mort de Chadwick Boseman paraît anecdotique, la mort de T'Challa paraît anecdotique dans l'histoire. Parce que c'est un événement parmi les autres. La mort de T'Challa n'est pas un élément important qui motive toute l'histoire. Moi, c'est pour ça que j'étais parti sur l'idée que T'Challa avait peut-être eu un problème avec Namor, ou Namor, peu importe. Les Américains prononcent Namor, et lui, comme il est latin, il dit Namor. Donc c'est formé du mot ne pas avoir d'amour, sin amor. Donc c'est Namor. Namor, si tu le prononces à l'américaine. Les Françaises diront probablement Namor. Donc c'est pour ça que j'étais parti sur l'idée qu'il y avait peut-être eu un conflit entre T'Challa et Namor, et que du coup, peut-être pour la même raison que dans le film, amenant Namor à tuer T'Challa. Et en fait non, pas du tout. Et ça aurait mis la mort de T'Challa au centre de l'histoire. Il y aurait eu un conflit qui était motivé par ce qui est arrivé à T'Challa. Là c'est juste que bah non, il y a Namor qui débarque, et ça fout la merde. Et puis bah pendant que Shuri et sa mère et tout le groupe du Wakanda en général essayent de régler le problème, bah de temps en temps ils réfléchissent vite fait à Chadwick Boseman, mais vraiment très vite fait quoi. On va passer en section spoiler parce qu'il y a un truc qui, à mon sens, est vraiment foireux. Voilà. Spoiler lancé, etc. Quand
Shuri finit par avaler du coup la sève de la fleur, l'Airbucker, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et va dans la dimension des ancêtres. Elle ne croise aucun de ses ancêtres familiaux. Elle croise Killmonger, qui certes fait partie de la famille, mais en quoi est-ce elle irait voir un membre spécifique de la famille? En principe, t'arrives dans une grande plaine, et les anciens viennent, et s'il y en a un qui a envie de te parler spécifiquement, il te parle, etc. Mais là, bizarrement, il y a personne. Pourquoi? Parce que, a priori, ils avaient pas envie de mettre une reproduction numérique ou des anciens plans de T'Challa, de Chadwick Boseman. Peut-être pour respecter sa mémoire ou un truc dans ce genre-là. Peut-être, effectivement, mais rappelez l'acteur qui jouait son père à lui. Dans le truc, faites un truc genre T'Challa te parlera quand tu auras l'honneur ou un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est pas des Killmonger. Killmonger. Elle rencontre Killmonger quand elle va dans le plan ancestral. Quel rapport elle a avec lui en plus? Enfin, au final, ils sont quasi jamais vus dans le truc. Donc ouais, voilà. Et alors, vers la fin du film, ils vont mettre quelques petits plans sur T'Challa, mais c'est pas du tout suffisant pour te marquer, quoi. Le truc le plus marquant, au final, dans ce film, c'est comment est-ce qu'ils ont fait le logo Marvel, parce que le logo Marvel ne présente que des images de Chadwick Boseman. Il a fallu fouiller, parce qu'il a quand même qu'un seul film et 2 caméos dans des gros films. Il a fallu bien assembler les images, quand même. Mais le logo Marvel, du coup, n'a que son visage à lui, et finit pas sur un fond rouge, mais sur un fond bleu. Et j'ai pas compris pourquoi. Peut-être parce que il y a Namor, du coup, en méchant de ce truc, et qui vient de l'océan, mais j'aurais mis un bleu plus clair, peut-être. Et, enfin, même ça, c'est pas... Parce qu'on est justement en train de rendre hommage à Chadwick Boseman. C'est pas pour mettre un logo sur le thème de Namor ensuite, quoi. Tu restes sur le thème de Chadwick Boseman et tu lui rends hommage, quoi. Merde. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui me paraissent basiques et qui sont mal faits dans ce film. Et il y a la scène du début, c'est comment est-ce que Shuri apprend que T'Challa est mort, et donc comment nous on apprend que T'Challa est mort dans l'histoire. Sans aucune raison, son intelligence artificielle arrête pas de lui donner des mises à jour sur le statut de T'Challa, mais s'arrête pour lui donner la plus importante, c'est-à-dire que T'Challa est mort. Il faut que ce soit sa mère qui descende dans le truc et qui lui dise. Et au moment où la mère de Shuri lui apprend que T'Challa est mort, ça cut en 10 secondes. Mais vraiment en 10 secondes, quoi. Et tu fais, mais enfin, faut rester plus longtemps là-dessus. C'est genre, il y a le temps de voir son visage se décomposer et qu'elle sorte un premier quand elle commence à chialer. Et juste après ça coupe. Et tu fais, mais enfin, mais reste plus longtemps. C'est ça le truc le plus important. Ça va être son dilemme pendant tout le reste du film. Fais-nous au moins 30 secondes sur la réaction de Shuri à la mort de son frère, quand même. Enfin, c'est bizarre comme truc. Enfin, ça paraît évident qu'il faut faire attention à cette scène-là en particulier pour créer déjà un truc assez fort. Donc voilà, en termes d'hommage à Chadwick Boseman, à mon sens, le film s'est planté. Complètement planté. Ils ont eu raison de pas le recaster, mais en fait, ce film souffre de l'absence très claire de Chadwick Boseman. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'en parler et on le montre quasi jamais. On montre la peinture qui est sur un mur à un moment, et puis à la fin du film, donc, il y a genre 3 plans sur d'autres films, enfin sur d'autres passages de Black Panther, où on voit T'Challa, et c'est pas assez. On a besoin d'une séquence un peu plus longue, on a besoin d'avoir un petit peu de musique, on a besoin de tout un tas de choses, en fait. Et vraiment, tu le sens pas. Et la scène post-générique, alors soyez prévenus, il y en a qu'une seule, et elle est juste après le début du générique, quand il y a le réalisateur Ryan Coogler qui apparaît, etc. Il n'y a pas de scène à la toute fin du générique. Donc ne restez pas jusqu'au bout. Mais la première scène post-générique est une scène qui, clairement, mais un peu comme le fait que Shuri ait pris la relève, te montre, mais en fait c'est pas grave que Chadwick Boseman soit pas là, il y a la relève. C'est bon, la relève est assurée. Et tu fais, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut traiter la disparition de Chadwick Boseman. C'est très bien que la relève soit assurée, mais ça intéresse surtout Disney et Marvel qui veulent faire du pognon. Mais le public, il a surtout envie qu'on rende hommage à Chadwick Boseman. Il veut qu'on lui fasse honneur, il veut qu'on lui fasse, qu'on rende hommage à sa noblesse. C'est toute la noblesse qu'il a fait transférer par le personnage. C'est intéressant, le film dit clairement, T'Challa était trop noble ou un truc dans ce genre-là, et tu fais, ouais, c'est vraiment ce qui suintait de l'écran quand T'Challa était à l'écran, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il a autant marqué autant de spectateurs, pas forcément afro-américains. C'est simplement que quand tu le vois, il dégageait tellement de prestance, de noblesse, enfin il était incroyable, Chadwick Boseman, à ce niveau-là. Charisme de ouf. Et donc ouais, tu sens que on rend pas assez hommage à cette noblesse dans ce film, quoi. On parle très très peu de T'Challa, on parle très peu de ses exploits aussi d'ailleurs. Bref, je trouve vraiment que ils ont mal géré la relation à T'Challa. Il y a un autre petit truc qui est pas forcément ouf dans ce film. Que font les mecs?
que font les mecs dans ce film. Pourquoi il n'y a pas un seul mec foutu de faire quelque chose d'important dans ce scénario? Même M'Baku, qui était un personnage assez central du coup de l'histoire d'avant, aucune utilité. Il doit y avoir un moment où il met un coup de sa grosse canne là, avec un gros truc en bois au bout sur la gueule d'un mec, et c'est à peu près tout ce qu'il fait. Les seuls personnages qui sont importants et qui influencent en quoi que ce soit l'histoire dans ce film, c'est Shuri, Nakia, la reine, Okoye. Il y a également le personnage de Julie Louis-Dreyfus qui a été introduite à la fin de Falcon and the Winter Soldier, la série, qui débarque à nouveau dans ce truc-là, pas du tout d'ailleurs avec son groupe de super soldats, etc. Et du coup, j'ai pas compris ce qu'elle foutait là. Elle est là parce que c'est l'ex de Ross, le mec qui est joué par Martin Freeman. Et typiquement, Ross, il ne sert à rien! Mais il ne sert à rien! Mais il est inutile! C'est une catastrophe! Il ne sert qu'à une seule et unique chose, c'est à transmettre une information à Shuri. Et franchement, c'est une information, tu te dis, avec tous les moyens qu'il y a au Wakanda, leurs intelligences artificielles, leur capacité à faire du hacking et tout ce genre-là, comment est-ce que vous avez besoin de passer par Ross pour avoir les informations que vous cherchez et vous piratez pas directement le truc de la CIA, quoi? C'est... Les hommes sont totalement inutiles dans ce film. Où sont les méchants comme Namor? Il a pas grand chose de si intéressant que ça à raconter d'ailleurs, le Namor. Il lui est arrivé quelques petits trucs, mais au final, tu sais pas trop ce qui se passe. Et un autre truc aussi, c'est qu'on a donc un gros conflit entre Namor et le Wakanda. Mais c'est très compliqué de comprendre pourquoi, en fait. C'est-à-dire que le conflit a lieu parce que Namor est tellement con qu'il refuse de laisser Shuri avec Ironheart. C'est marqué dans les bandes annonces aussi, donc c'est pas du spoiler. Il y a Ironheart, donc la remplaçante de Tony Stark, qui débarque du coup dans ce film-là. Et Shuri et le Wakanda veulent la sauver, et Namor veut la buter. Et tu fais, mais il y a aucune raison de le buter. Et même, j'ai envie de dire, même si tu la butais, tu crois vraiment qu'il n'y a pas un seul autre scientifique au monde qui va réussir à développer ce qu'elle a développé dans ce truc-là? Je veux dire, un univers dans lequel il y a Reed Richards et des trucs dans ce genre-là, tu penses vraiment qu'il y a que cette meuf-là qui va réussir à créer le truc de... Tu crois que ça va régler quoi de la buter? Ils se créent ce conflit absurde. Il a des exigences complètement dingues du genre, si jamais je vois une seule Dora Milaje, je crois que c'est ça, Dora Milaje, si j'en vois une seule dans le truc, ce sera la guerre avec le Wakanda, etc. Et tu fais, mais mec, déjà tu l'as enlevé, donc va pas faire comme si Enfin, depuis le début, c'est toi qui les cherche en fait. À quel moment c'est toi qui peux faire ta victime, ton envahi et ton machin dans ce genre-là? Enfin, j'ai pas compris quoi. Donc j'avoue que en ce qui concerne T'Challa et le conflit principal de l'histoire, je trouve que ça marche pas du tout. Et je suis quasi certain qu'il s'est demandé au début, quand il a conçu l'histoire, Ryan Coogler, s'il allait pas partir sur cette idée que Namor ait effectivement buté T'Challa et que ce soit la base du conflit. Et je pense qu'il l'a retiré au dernier moment pour... sans doute parce que le premier film était un film qui était très axé sur la culture afro-américaine. Celui-ci essaye aussi de faire du coup la part belle aux latinos. On parle beaucoup du coup du fait que le continent sud-américain et américain en général ait été envahi par du coup les Européens, sur le fait qu'ils ont imposé leur religion, par exemple. Ils ont réduit en esclavage une partie de la population aussi. C'est bizarre d'ailleurs, tu comprends que le mec est au courant, mais t'as l'impression qu'il a pas fait grand chose au final. C'est pourquoi à ce moment-là t'es pas parti en guerre contre toute l'Europe? Est-ce que c'est pas là, quand on est en train de détruire le pays d'où tu viens, le moment de faire la guerre contre le monde entier? Et t'as le sentiment du coup que, comme il représente la communauté latino, il pouvait pas le faire complètement mauvais non plus. Et qu'il pouvait pas du coup en faire le mec qui a tué T'Challa, parce que tuer T'Challa ce serait impardonnable pour le grand public. Je pense vraiment que c'est ça le truc. Et je pense que c'est pour ça qu'il meurt d'une maladie à la con, hein. C'est parce que si qui que ce soit est responsable de la mort de T'Challa, le public va vouloir le voir crever immédiatement. Et c'est compliqué si tu veux ensuite faire un truc avec un autre peuple et dire que eux aussi ont le droit d'essayer de te défendre et de faire leur truc, quoi. C'est intéressant d'ailleurs comment est-ce qu'on a traité en général le rapport à la diversité. Par exemple, on va à Haïti, ancienne colonie française, où on parle encore français, alors que le premier était plus axé sur la traite négrière américaine. Et c'est vrai qu'entre la France et la Belgique, le nombre de populations noires qu'a le français pour langue officielle, c'est assez dingue. Et d'ailleurs, pour une fois, en général, que ce soit les noirs ou les blancs d'ailleurs, c'est des vrais français, c'est pas des québécois avec des putains d'accents québécois à mort, que tous les français comprennent immédiatement. Cela dit, je suis pas sûr que ce soit purement des Français. Il y a une actrice notamment qui joue une députée, enfin une femme politique quelconque française qui est au siège de l'ONU, la représentante française à l'ONU du coup je suppose, et tu sens qu'elle a un très léger accent parce qu'il y a une ou deux syllabes qu'elle mâche ou qu'elle sort de la même façon, ou elle sort un petit truc en plus qui devrait pas être dans la syllabe et qu'aucun Français sortira à ce moment-là. Mais bon voilà. Mais alors ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que on n'a pas arrêté du coup de parler dans le premier
de tous les maux des États-Unis, notamment le fait qu'ils partagent pas le pouvoir et le fait qu'ils asservissent tel peuple, etc., etc. Et quand t'écoutes les solutions qui sont, enfin les problèmes et les solutions de ce film, tu te dis mais est-ce que le Wakanda est pas un souci aussi? Par exemple, au début, il y a tout un truc sur, dis donc le Wakanda, vous nous avez même pas permis de partager le vibranium, alors que a priori, comme le répond la reine, ils avaient même pas promis de partager le vibranium. Mais la reine, elle te répond quoi? Elle te répond, mais on n'a pas peur des problèmes que pourrait causer le vibranium, on a peur des problèmes que vous pourriez causer. J'ai un problème avec le fait de désigner l'entièreté des blancs de cette terre comme un problème. Le mec qui a voulu transformer le vibranium en arme et commencer à créer un conflit ensuite, c'était l'oncle de T'Challa ou un truc dans ce genre-là, le frère du roi T'Chaka, Killmonger. Killmonger a essayé de créer une armée avec le vibranium et d'envahir et d'attaquer le monde entier. Mais c'est les blancs le problème. Eh, il y a un moment, quand même, c'est très bizarrement géré tous ces trucs-là par rapport au premier film. Je pense pas que Black Panther 2 soit marquant pour quoi que ce soit. Probablement pas la représentation des latinos non plus d'ailleurs, parce que il y a qu'un seul latino en fait dans cette histoire. Il y a que Namor qui est latino, les autres sont tous la peau bleue, c'est des navis, d'avatars. Et puis alors du coup, ce fameux faux Atlantis sur lequel règne Namor. Bon Dieu que c'était chiant. Rien d'intéressant à sortir de ce truc, quoi. Il y a une scène de 3 minutes avec un clip show avec une musique à la con qui nous montre simplement des habitants de cette ville en train de faire leur vie entre eux. Je sais pas, ils jouent au basket à un moment. Enfin, il y a un gros cercle et ils font passer une balle dedans, donc je crois qu'ils jouent au basket. Ils discutent sur des marches. Tu vois une mère et son fils dans un champ d'algues, etc. Mais c'est tout, quoi. C'est tout ce que tu vois. T'as pas de technologie, par exemple, qui sont montrées de particulièrement intéressantes. Ils ont pas de vaisseaux, de trucs particuliers. Je pensais qu'il y aurait un tas de trucs avec les baleines, les orques et trucs dans ce genre-là. Au final, que dalle, quoi. Il y a une fois dans le film où ils avancent avec attachés à une baleine ou à une orque ou un truc dans ce genre-là. Mais il y a jamais un gros truc. C'est pas un gros moment avec une grosse armée qui débarque à la Aquaman, par exemple. Ils ont rien de spécial dans leur tenue, par exemple, aussi. Ils sont habillés comme des Incas, certes. Mais je veux dire, du coup, une fois que t'en as vu un ou deux avec quelques plumes et quelques colliers, quelques machins qui sortent, en soi, il y a plus grand chose de très différent ensuite entre chacun des membres de cette tribu. Alors que, par exemple, quand tu vas au Wakanda, t'as les Dora Milaje qui ont une robe et un look avec le crâne rasé, etc., différent de la famille royale, qui est différent de ceux qui protégeaient les frontières. Il y avait tout le truc de Daniel Kaluuya qui s'occupait des rhinocéros, là, qui était à l'extérieur, qui avait aussi une tenue différente. T'avais ceux qui vivaient dans les montagnes, qui avaient aussi une tenue différente, etc. Le premier Black Panther, à chaque coin de rue, t'avais un truc différent, quoi. Là, t'as vu Namor, bon bah, les plans de 3 minutes, ils te montrent la ville pendant 3 minutes avec quelques citoyens qui font quelques trucs pendant 3 minutes. Et c'est tout, quoi. Et ensuite, bah, t'as pas grand chose de plus, t'as rien qui t'est apporté de plus, t'as pas de nouvelles découvertes. Au Wakanda, on a déjà tout découvert aussi, donc y a rien de plus à ce niveau-là non plus. C'était un petit peu décevant quand même. Je dois même dire que c'était un peu ridicule. Le moment où t'as Flipper, le dauphin, ou l'orque plutôt, non, c'est Sauver Willy. T'as Willy qui saute au-dessus du pont et t'as les Atlantes qui sont, enfin c'est pas les Atlantes, mais on va dire que ça parce que c'est plus simple, qui sont accrochés du coup à l'orque et qui sautent sur le pont grâce à l'orque qui les a fait sauter, etc. Et tu fais, ça fait quand même un petit peu trop attraction d'aquapark et trucs dans ce genre-là. Enfin, t'as vraiment l'impression de voir un spectacle de natation synchronisée avec des dauphins dans ce genre-là. Quoi. Enfin, ça impose pas grand-chose, quoi. C'est pas une menace particulièrement marquante. Et le truc, je vous avoue, j'ai un peu rigolé dans le truc. Les mecs se battent littéralement avec des bombes à eau. C'est génial. Ils ont un petit truc qui a une forme hexagonale. Ils balancent ce truc et ça fait une explosion de flotte. C'est genre, parce qu'on vit sous l'eau, on fait l'explosion de flotte. Le principe d'explosion, c'est surtout d'avoir de la pression qui permet de relâcher quelque chose, de faire un truc vachement fort. L'eau en soi-même, ça n'a pas cette force-là, quoi. À moins que t'aies une technologie incroyable qui permette de compresser les molécules d'eau. Et du coup, si ton petit truc en vibranium est un peu pété, ça explose d'un seul coup. Éventuellement, mais on n'a jamais présenté une technologie comme ça dans cette ville, quoi. Comment ça s'appelle? C'est Tolucan ou un truc dans ce genre-là? Je crois que c'est ça le nom de la ville. Donc très très déçu, et de Namor également, quoi. Namor, il a rien de spécial à présenter, il va raconter un petit peu son histoire, il va raconter un peu ce qui lui est arrivé, mais c'est pas un personnage que t'as particulièrement envie de suivre, c'est pas un personnage qui paraît particulièrement puissant. Je trouve que ses ailes sur les chevilles, là, c'est complètement ridicule.
Je sais très bien qu'il y a une base mythologique, Hermès, tout le bordel, mais en action, c'est complètement ridicule. J'ai beaucoup aimé, cela dit, que ce qui se passait pendant le combat final, par rapport à ça. Je me suis dit, oh la vache! MCU, ils ont osé pour ce coup-là. Mais donc ouais, quoi, c'est pas... y a pas grand-chose de sensationnel à sortir du film. Sans dire que c'est de la merde. Attention, hein, parce que je viens de faire une demi-heure pour faire des complaintes, mais je dis pas que c'est de la merde, Black Panther 2. Mais c'est pas non plus le niveau du premier, et c'est pas ce qu'il fallait pour certaines des choses auxquelles faire honneur dans ce film, notamment Chadwick Boseman. Pour le reste, concernant les personnages, par exemple, les personnages sont tous ultra attachants. Il y a Angela Bassett dans le rôle de la reine qui a certains discours, certains monologues extrêmement forts et qui en général est très top 2 pendant tout le film. Il y a une relation qui est très drôle entre Shuri et Okoye qui ressemble un petit peu à la relation qu'il y avait entre Okoye et T'Challa dans le premier. Mais tu sens qu'elles sont plus sur un pied d'égalité, elles se balancent des vrais pics, des vrais pas des insultes, non, mais des trucs qui font mal, quoi. Elles se balancent quelques petits trucs qui font mal de temps en temps, mais juste sur le ton de la rigolade. Moi, je suis un mec, hein, du coup, le fond de teint, j'y connais absolument rien. Il y a 10 minutes de blagues sur du fond de teint, j'ai pas du tout compris. Mais en dehors de ça, la relation entre Okoye et Shuri est ultra rigolote. Martin Freeman, donc Ross, le général Ross, il est sympathique pour les quelques moments où il est à l'écran, mais encore une fois, il sert absolument à rien. Puis il se fait doubler ultra rapidement par Julia Louis-Dreyfus. Et entre eux, tu t'apprends qu'ils sont que c'est des ex au début du truc, donc tu te dis va peut-être y avoir des dialogues intéressants. Non, et jamais un petit dialogue sympa, un petit truc qui se balance à la gueule, un machin. Non, elle est là, puis elle était mariée à lui avant. Ah oui, très bien, et c'est tout. Pas ouf. Okoye a un parcours qui est assez intéressant dans ce film-là. Je dirais que c'est peut-être un peu compliqué de déterminer Shuri comme étant le personnage principal, parce qu'il y a tellement de personnages effectivement dont on parle pendant tout le film. On parle plus de Shuri que les autres, on le sent. Mais quand même, c'est un peu compliqué de la désigner en tant que personnage principal, et je trouve qu'en tant que parcours de personnage, c'est plutôt Okoye qui est intéressante dans ce film-là. Il y a deux Dora Milaje qu'on a déjà vu avant dans d'autres films ou dans Falcon and the Winter Soldier, encore une fois. Qui ne servent pas à grand chose non plus dans celui-ci. Tu sais pas spécialement pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'introduire ces personnages tertiaires dans une autre série. À quoi est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et le truc c'est que à la fin il y en a deux qui sortent ensemble et qui sont lesbiennes. Et tu fais oui, l'inclusivité, bravo, merci beaucoup, qu'est-ce qu'on se sent représenté. Ce serait bien qu'elle serve à quelque chose aussi dans l'histoire, ça serait utile. Mais bon voilà, grosso modo, pour ce qui est des personnages en eux-mêmes, ça passe. Et Nakia aussi qui a un parcours qui est assez intéressant. Elle arrive un peu plus tard dans le film. Tu sens par contre que c'est très dommage qu'ils aient traité sa relation avec T'Challa dans le premier film tel qu'ils l'ont traité. Dans le premier film, c'était un je t'aime moi non plus. Enfin, c'était un peu bizarre. Elle l'aimait, mais elle avait pas trop envie d'aller avec lui. Et lui, il l'aimait, mais il fallait pas machin. Et puis comme il est roi, et puis elle comme elle est espionne, et puis machin. Et puis c'était une histoire qui était très compliquée et qui avait pas vraiment été résolue à la fin. Et du coup, dans ce film-là, où faut qu'on voit tout l'impact qu'il a eu sur elle, etc. Quand elle débarque, elle fait mais T'Challa pour moi, c'était plus que un roi, c'était plus que Black Panther, c'était mon âme sœur, c'était mon machin, etc. Et tu fais ouais, enfin, c'est pas trop senti dans le film d'avant quand même. On a senti qu'il y avait un truc entre vous, certes, mais l'âme sœur et le lien ultime, etc. Et genre, je peux même pas retourner au Wakanda pour ses funérailles tellement c'est fort, non. Il y a aussi, donc, je crois qu'elle s'appelle Riri, je crois, la Ironheart. Pas grand chose à dire dessus, hein. Et puis alors, l'armure, alors pas la première qu'elle se fait elle-même de Brick et de Brock, elle est plutôt cool. Mais alors la nouvelle armure qu'elle se fait ensuite, et j'ai eu l'impression que je venais de débarquer dans un animé japonais. On dirait Bioman, la combinaison. Et puis en plus, c'est vraiment cet effet spécial à la Marvel, c'est-à-dire que l'armure est parfaite. Il y a pas un éclat de peinture quelque part. Bon, en même temps, elle vient de la faire, c'est sûr, mais il y a pas un éclat de peinture, il y a pas la peinture qui aurait fait des... Enfin, vous savez, quand vous mettez le peint à la bombe, quand tu peins à la bombe, des fois, t'as des zones qui ont un peu plus de peinture que d'autres, un truc dans ce genre-là, ça fait des petites différences, etc. Là, non. C'est texture, métal rouge, et c'est bon. Et rendu, direct. C'est un peu particulier. Oh, d'ailleurs, à ce niveau, il y a un ou deux effets spéciaux qui sont pas très beaux. Il y en a un ou deux qui ont dû être corrigés par rapport au trailer que j'avais analysé. Mais alors, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a beaucoup de plans larges sur le Wakanda qui ont clairement été rendus trop tard. Et il y a un aliasing de dingue sur certains détails pas sur tout le bâtiment, mais sur certains détails, genre, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont très détaillés dans le bâtiment, genre, il y a des façades avec plein de petites lattes de bois,
Et le programme 3D, quand il va te rendre le truc, il va te rendre des petites lattes de bois. Il sait qu'il y a un espace entre les deux, il va essayer de te rendre un tout petit pixel, même un demi-pixel de différence, donc un pixel atténué pour un demi-pixel, pour essayer de te montrer qu'il y a un truc. Et là, en fait, tu le sens, quoi. Tu vois que tous les reflets aussi sur la vitre, tu sens que c'est des reflets aliasés et que les bords du truc sont aliasés, etc. En dehors de ça, dans les trucs qui sont plutôt réussis dans le film, la musique est toujours largement supérieure à n'importe quelle sélection musicale dans les films du MCU. Et DCU, Suicide Squad, Black Adam, parce que c'est que des musiques qui sont ultra originales, des trucs que t'as pas l'habitude d'entendre dans des trucs grands spectacles. Il y a sur l'attaque notamment ils s'appellent quoi, les Tolukiens ou un truc dans ce genre-là, donc ceux qui vivent sous l'eau. Ils ont un truc qui, en gros, c'est des sirènes. Leur chant hypnotise les marins, enfin toute personne qui est à côté, cela dit, et les pousse à aller dans l'océan et à finir par se noyer, etc. Et donc déjà, ces chants-là sont intéressants, il y a un côté chants tribaux, spécifique d'ailleurs à la culture maya plus. Et il y a aussi, quand l'attaque véritablement des Tolukiens commence, il y a ces espèces de chants de gorge, les trucs où tu veux vraiment vibrer ta gorge. Et ça aussi, enfin, ça rend quelque chose d'assez ouf, et c'est pas le genre de musique que tu t'attends à voir dans le MCU, enfin, je veux dire, faut vraiment parce que beaucoup de gens comprennent pas, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Black Panther, vous réalisez pas tout ce qu'il y a de différent dans Black Panther par rapport aux autres films, rien que la musique. Rien que la putain de musique est traitée différemment que le reste des films. Dans tous les films du MCU, c'est de la musique ultra basique, même les films où il y a Michael Giacchino qui va faire la musique, genre les Spider-Man. Il y a aucun thème qui te reste en tête, il y a aucune musique qui te marque, il y a rien qui là, à chaque fois qu'il y a une musique qui démarre dans Black Panther 2, t'es dedans. Sauf le passage de Tolucan ou un truc dans ce genre-là, il y a une espèce de chanson R&B à la con, un peu chiante, enfin, c'est pas très intéressant. Mais généralement, la musique utilisée est vraiment très très bonne. Et puis en termes de réalisation aussi, le film est assez différent de la plupart des autres films du MCU. Par exemple, la toute première scène du film qui est là avant l'arrivée du logo Marvel. Putain, Ryan Coogler, t'es un vrai réalisateur, tu devrais savoir que ça n'a aucun sens narrativement parlant de foutre une scène avant le générique le logo de production. La première scène est filmée entièrement en plan séquence avec une caméra à épaule qui se promène absolument partout dans le laboratoire de Shuri et qui la suit en train d'essayer de développer un remède pour son frère. Et rien que ce fait de démarrer avec un plan séquence énorme est très différent de tout ce qui peut être fait en général. Je dirais qu'ensuite, il n'y a pas beaucoup de plans qui m'ont marqué, cela dit. J'ai pas vu beaucoup de compositions extraordinaires, j'ai pas vu beaucoup de... Je cherchais le travail des points de fuite et des lignes de fuite dans l'image, j'en ai trouvé quasiment aucun, alors que c'est en principe un des gimmicks de Ryan Coogler. Il y a aussi des scènes qui passent très très bien en termes de réalisation, c'est les scènes sous-marines, avec l'équipe qui va rencontrer du coup le peuple de Namor, et qui va causer tout le problème du coup dans le film. Les scènes sous-marines à ce moment-là sont extrêmement bien faites, ils jouent beaucoup notamment sur le fait que la lumière porte pas loin du tout sous l'eau, et que tu sois assez isolé dans le truc. Si vous souffrez de thalassophobie, il y aura une ou deux scènes comme ça. Bon, c'est très très court, hein. Il y a même pas une minute de thalassophobie potentielle dans ce film. La thalassophobie, pour ceux qui savent pas, c'est la peur des fonds marins. Tu sens qu'il a tourné dans une cuve ou un truc dans ce genre-là. Il y a peut-être un ou deux plans qui sont en image de synthèse, mais ils sont extrêmement rares. Et c'est cool aussi d'avoir ce fait de tourner correctement les scènes sous-marines, de pas les avoir fait entièrement en numérique par exemple, ce qui aurait été beaucoup plus rapide et facile. Et en règle générale, dans le film, on va retrouver une mise en scène qui est assez dynamique et assez intéressante, et notamment beaucoup de caméras à épaules. Mais il y a aussi des trucs un peu basiques, du style, quand il y a une scène vraiment d'action qui va assez vite, il va faire des tonnes de petits cuts sur 2 secondes d'images ultra chaotiques. C'est-à-dire les images qui filment un truc, mais de tellement près et avec tellement de flou de mouvement que tu n'arrives même plus à reconnaître ce que c'est, ce qui est en train d'être filmé. Et en fait, c'est juste des petits plans qui sont insérés pour mettre du rythme dans ton montage et pour te faire sentir le côté action et chaos, etc. Mais en soi, c'est des plans qui montrent pas grand chose, et puis c'est une technique qui est un peu basique pour essayer de créer des trucs comme ça. C'est vraiment faire des jump cuts d'un seul coup sur des plans qui n'ont rien à voir pour essayer de créer un sentiment de chaos, alors que t'as l'impression que on fait ça pour essayer de le créer au tournage, enfin au montage, parce qu'on l'a pas eu au tournage. Donc c'est un peu particulier, ce Black Panther 2. C'est pas du tout le pire film du MCU, c'est pas un film qui est honteux, mais le film n'est pas au niveau de beaucoup de choses qu'on attendait de lui. Le traitement de T'Challa, la mise en scène qui est pas extraordinaire non plus, l'histoire qui est pas ouf. Les scènes d'action sont toujours cool, mais pareil, très
très quelconque, encore une fois. Quand on se souvient, par exemple, de la scène dans le casino, dans le premier Black Panther, où il y a justement tout un truc en plan séquence avec la caméra qui passe d'un étage à l'autre, etc. Il y a rien de cette maestria et de cette créativité en mise en scène dans ce film-là. Il y a quelques plans qui sont un peu plus, enfin, qui sont un peu larges, un peu cool, un peu etc. Mais grosso modo, il y a quand même pas grand-chose de ouf, quoi. Donc, c'est toujours mieux filmé que No Way Home, certes, mais il y a quand même pas grand-chose de ouf, quoi. Donc voilà, en ce qui concerne mon bilan sur Black Panther 2, j'ai passé un bon moment, mais j'aurais dû passer un bien meilleur moment. J'ai souvent dit c'est compliqué d'avoir ce genre de critique, parce que on peut pas reprocher à un film de juste pas avoir fait ce qu'on voulait le voir faire. Mais je pense que dans le cas précis de la disparition de T'Challa, je pense que j'étais pas le seul à avoir envie de plus que ça. Et sachant ce qu'il a proposé dans le premier film, ça la fout mal quand même de proposer un film qui est pas aussi bon. Pas mauvais, mais pas aussi bon. Le film est aussi un petit peu long, il fait 2h30. Franchement, il y a une de scènes qui gagnerait à être un petit peu raccourcie, voire même certaines coupées, parce que c'est peut-être un tout petit peu long quand même. Il y a un moment où j'ai senti que la salle, en général, commençait à être un petit peu... Enfin, cela dit, j'étais... vous voulez une anecdote de séance ? J'avais 2 personnes autour de moi qui étaient incapables de rester dans une dans une salle de cinéma pendant plus de 2 heures. Il y a un mec qui était à côté de moi qui devait être hyper actif ou je sais pas trop quoi, il a pas arrêté de bouger pendant tout le film. C'était genre, je vais mettre sur ce truc-là, puis je vais mettre sur ce truc-là, puis je vais monter mon genou, puis je vais en mettre normal, puis je vais monter mon autre jambe au-dessus enfin je vais croiser les jambes dans l'autre sens, et puis ensuite je vais faire machin, et puis ensuite il a pas arrêté pendant toute la séance. Et un rang en face, il y a une meuf qui a été insupportable. Elle a passé toute la séance à allumer la lumière de son putain de téléphone. Je sais pas ce qu'elle essayait de faire. Elle devait avoir un sac dans lequel elle avait pioché un truc ou je sais pas trop quoi, mais elle a passé son temps à allumer son téléphone. Et c'est le genre de meuf, vous savez, qui allume son téléphone et qui le laisse allumer pendant 3 minutes de trop, vous voyez, enfin qui quand elle l'éteint, arrive pas à foutre sa main devant la lumière, donc ça fout de la lumière partout dans le reste de la salle, un truc dans le genre là. Et la meuf était en décalage complet avec le film, parce que il y a un moment où il y a une scène en particulier, la première scène de combat entre le Wakanda et Talokan. J'espère que c'est vraiment ça le nom du truc, parce que sinon je dis la merde à chaque fois. Mais le premier conflit qui est entre les deux, il y a toute une scène où tu vois très clairement qu'il se passe quelque chose de très mauvais pour le Wakanda. Et la meuf était « Ouais !» Et tu fais « Mais dans combien de temps elle va réaliser qu'il s'est passé un mauvais truc en fait ?» Et au bout d'un moment, t'as un plan un peu plus long et tu l'entends enfin qui commence à se calmer. Elle était insupportable. Il y a un moment où évidemment, enfin en plein milieu d'une scène d'action, un truc dans le genre là, elle s'est levée pour partir de la salle. Je me suis dit, mais c'est vraiment le moment. Et puis en fait, elle était juste simplement allée aux toilettes. Je pensais qu'elle partait de la salle. C'est pour ça que je me suis dit, c'est vraiment le moment. Et en fait, elle est revenue se foutre dans le truc. Et bien évidemment, en partant et en revenant, lumière du smartphone dans toute la salle. Ah! Je déteste ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Black Panther Wakanda Forever. Et fort honorable, mais pas au niveau. À mon sens, pas au niveau. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.